Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans votre belle région. Toujours un plaisir. Région dynamique, avec une agriculture également dynamique. Alors je sais que la vie n'est pas forcément toujours rose, mais globalement, vous en sortez bien. Et je le dis toujours, nos entreprises, en règle générale en France, notamment dans le secteur agricole, sont bien plus compétitives que dans les autres pays. Parce que dans les autres pays, généralement, on fait tout pour l'entreprise. C'est-à-dire, on réduit les taxes, on réduit effectivement les rigidités sur le marché du travail ou autre. Et en plus, il y a de la croissance. Donc c'est presque facile de faire du business et de réussir. Alors que chez nous en France, malheureusement, comme vous le savez peut-être, nous sommes numéro 1 mondiaux des impôts. Donc il n'y a pas un pays au monde où il y a plus d'impôts que chez nous. Alors c'est en train de changer, mais pour l'instant c'est toujours le cas. Nous avons également beaucoup de rigidités sur le marché du travail, également des difficultés en termes de sphère publique, beaucoup de réglementation. Et en plus il y a une croissance qui reste très faible, seulement 1% par an depuis une quinzaine d'années, tous les ans seulement 1%. Et malgré cela, nous sommes toujours là, vous êtes toujours là. Et surtout, vous réussissez. Donc c'est ça qui est très important, ça veut dire qu'on est bien plus fort que les autres. Donc il ne faut pas partir avec un complexe d'infériorité, simplement il faut que notre économie se modernise elle aussi. Et là on annonce effectivement de grandes grèves, etc. À la moindre réforme finalement, on se dit on n'arrive pas effectivement à avancer. Pourtant on se doit de moderniser notre économie, justement pour faire comme vous, les chefs d'entreprise au quotidien, pour avoir effectivement cette dynamique de croissance. Donc déjà avant de commencer, bravo. Parce que si la France en est où elle est, c'est grâce effectivement à vous. Donc j'espère que ça va bien entendu continuer. Maintenant, on me dit, il faut que tu sois optimiste. Moi, je suis de nature optimiste. Ça, il n'y a pas de problème, je suis un grand optimiste. Mais on se doit aussi d'être réaliste. Donc, je ne vais pas vous mentir, il y a malheureusement des difficultés devant nous. Peut-être une nouvelle crise qui arrive, donc c'est un peu le titre. Comment se protéger contre cette nouvelle crise? Parce que, ça je le dis à chaque fois, il ne faut pas avoir peur des crises. Les crises sont toujours des phases d'opportunité. C'est-à-dire que celui qui baisse les bras pendant la crise, il est sûr de perdre. Malheureusement, il y en a parfois. Alors que celui qui regarde vers l'avenir, celui qui ose innover, investir, se retrousser les manches, celui-ci n'est pas sûr de gagner parce qu'on n'est jamais sûr de gagner, mais au moins il a une grande chance de gagner. Je pense que c'est ça le grand message qu'on doit garder, c'est que oui, il y a malheureusement des difficultés devant nous, mais on doit les voir avant tout comme des opportunités. Alors, je vous rassure également, ce ne sera pas qu'un discours d'économiste, parce que les économistes, des fois, ils parlent beaucoup, puis on ne peut pas vérifier de ce qu'ils disent. Là, tout ce que je vais vous dire, je ne vais pas que vous le dire. Je vais aussi vous le montrer. Vous le montrer sur des graphiques. Alors évidemment, des graphiques réalisés sans trucage. Je le dis à chaque fois, parce que ça peut arriver parfois, là, pas ici, mais bon. Et donc, on va pouvoir visualiser. Pourquoi c'est important de visualiser? Pour comprendre. Parce que souvent, on entend des idées, on entend des idées fausses, des idées reçues. Et comme on ne peut pas vérifier, alors on les croit. Mais quand on voit, on comprend. Et quand on comprend, déjà, on a beaucoup moins peur. Et c'est là qu'on peut effectivement aller de l'avant. Aujourd'hui, je pense que le grand danger, c'est qu'on ne comprend pas ce nouveau monde qui est en train de se produire. Et donc, quand on ne comprend pas, évidemment, on a peur, donc on est figé, donc on n'investit pas, effectivement, on n'arrive pas à avancer. Donc, comme vous l'avez compris, je suis très bavard, et puis un programme assez chargé, donc je vais commencer tout de suite, évidemment. Alors voilà un petit peu de ce dont on va parler. Après, bien sûr, il y aura le débat, on va vraiment faire un grand focus sur le secteur agricole. Moi, j'en parlerai, bien entendu, parce que tout ça, ça vous concerne, des fonds de niveau, la croissance mondiale, la Chine. Bien sûr que ça nous concerne ici, en Saône-et-Loire, c'est extrêmement important, dans nos entreprises. Surtout vous, qui exportez une grande partie de votre production parfois et qui dépendez également de l'activité internationale. Donc on se doit, pour mieux comprendre ce qui va nous arriver, de comprendre effectivement cette dynamique mondiale. Alors le problème, c'est que effectivement, on a aujourd'hui une bulle financière qui s'est formée. En fait, on a plusieurs bulles. C'est le titre de mon dernier livre qui s'appelle Un monde de bulles. On parlera tout à l'heure, mais tout ça pour dire que faut rester extrêmement prudent, extrêmement vigilant. Alors, vous voyez, encore une fois, n'ayons pas peur. Les crises font partie de la vie économique. Là, je vous mets un petit graphique avec le Dow Jones, c'est la bourse américaine, la courbe bleue, le CAC 40, c'est la bourse française, la courbe rouge, juste pour vous montrer toutes les catastrophes qu'on a traversées depuis 2000. Alors, on aurait pu remonter à plus haut, mais juste depuis 2000, vous voyez, il y a eu tout type de catastrophes, des cracks boursiers, le crack Internet, des attentats, le 11 septembre, des guerres, des chocs climatiques, bien sûr, la fameuse crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers, où là, on a cru que c'était la fin du système. À l'époque, je sortais un livre qui s'appelait Crack Boom et Demain. J'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer. Vous voyez, comme quoi je suis optimiste. David peut en témoigner. Et, alors évidemment, je n'aurai pas le temps de développer tout ça, mais juste si on doit garder quand même une idée de cette crise. Ça, c'est un premier conseil que je vous donne. Vous savez que l'économie, ce n'est pas une science exacte. Donc c'est une science humaine, donc ça peut effectivement évoluer avec le temps. Par contre, il y a quelques règles qui sont toujours respectées. Parmi ces règles, il y en a une que je vous donne qui est vraiment très importante, qui est la suivante, qui est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Ça veut dire, si vous voulez un rendement élevé, vous voulez gagner beaucoup d'argent, bien il faut prendre des risques. Si vous ne voulez pas prendre des risques, ce qui peut se justifier,
eh bien, il faut se contenter de rendements faibles. Voilà. Ça, c'est la normalité. Donc la crise des subprimes, c'était quoi? C'était justement qu'on a voulu transformer cette crise et cette règle. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des ingénieurs, alors au lieu de travailler dans l'agriculture ou dans l'industrie, ils sont venus dans la finance, des grands mathématiciens. On leur a dit, allez-y, transformez la règle. Et ils ont réussi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Je simplifie évidemment, parce que nous, on n'aura pas le temps. Ils ont pris des dettes subprimes, donc extrêmement dangereuses, et ils en ont fait des titres, ce qu'on appelle la titrisation, une sorte d'obligation. Et ces titres, ces obligations, étaient à l'époque notés par les agences de notation AAA. D'ailleurs, ça, c'est la vertu de la crise, parce qu'avant, AAA, on ne savait pas ce que ça voulait dire. On croyait que c'était l'andouillette, si vous voulez. D'ailleurs, c'est 5A pour les connaisseurs. Voilà, je sais qu'il y a des connaisseurs. 5A. Donc, vous voyez, voilà. Donc, ce titre est noté AAA. Ça veut dire sans risque. Donc, rendez-vous compte. On avait des produits, des bombes à retardement, donc qui avaient un rendement très élevé, et qui étaient soi-disant sans risque. On appelait même ça à l'époque des SICAV monétaires dynamiques. Vous voyez, rien que le nom, il y a un problème. Dire SICAV monétaire, c'est monétaire, il n'y a pas de risque. Dynamique, donc c'est-à-dire qu'il y a un rendement. Oui, mais d'où vient le rendement? Évidemment des subprimes. Donc, quand on a découvert le pot rose, tout s'est effondré, on le voit ici. Et donc, ça, c'est une première règle. Si on vous propose, c'est là que je vais le développer, des rendements élevés sans risque, vous êtes sûr que c'est une arnaque. Donc, n'y allez pas. Parce que notre argent est difficilement gagné. Je sais que dans l'agriculture, c'est difficile. Et des fois, tout peut partir en fumée parce qu'on a fait un mauvais investissement. Ça peut arriver. Donc, là aussi, on va voir tout à l'heure, ne faites pas cette erreur. Donc, heureusement, effectivement, on a relancé la machine. Donc, vous voyez, tout a redémarré, malgré ce qu'on évoquait à l'époque. Le problème, c'est que maintenant, alors là, c'est la fin, on a des cracks, des bulles, on ne sait plus où on en est. Ça va beaucoup trop loin. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on va très loin? Eh bien, c'est très simple. Normalement, la bourse, les marchés financiers, doivent refléter une réalité économique. Oui. Ce qu'on dit la bourse, tiens, là j'entendais sur la FDJ, là, vous savez, qui était la Française des Jeux introduite en bourse, on va gagner 15%, ce qui s'est passé hier d'ailleurs, mais c'est super. Attendez, le but d'investir dans une action, c'est pas de gagner de l'argent comme ça en 5 minutes, c'est d'avoir, sur le long terme, d'avoir ce qu'on appelle des dividendes sur une bonne entreprise, etc. Donc normalement, il doit y avoir une connexion entre la réalité financière et la réalité économique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une déconnexion complète. C'est ça qui est dangereux. Alors, je vais vous le montrer graphiquement, vous allez tout de suite comprendre. Vous voyez, là, vous avez donc la croissance mondiale, c'est la courbe rouge, et la courbe bleue, c'est le Dow Jones, donc la bourse américaine, parce que c'est celle qui reflète le mieux la croissance mondiale. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Normalement, quand la croissance mondiale augmente, la bourse augmente, c'est logique, et quand la croissance mondiale baisse, la bourse baisse, c'est logique. Tout va bien jusqu'à 2017. Là, en 2017, on a un ralentissement de la croissance mondiale. Vous voyez, c'est pas la Bérisna, mais on est en train quand même, on est sur un plus bas en 2020, on sera autour des 2,5%, un plus bas depuis 2009 quand même. C'est pas dramatique, mais il faut quand même le prendre en compte. Et pourtant, regardez les marchés boursiers, ça flambe. C'est ça une bulle. Vous voyez, j'invente rien, c'est-à-dire que c'est quand effectivement les grandeurs financières vont trop loin par rapport à la réalité économique. Donc, c'est inévitable. La courbe bleue va s'ajuster à la courbe rouge. Donc il y aura forcément un krach boursier, une baisse des marchés actions. Le seul problème, c'est qu'on ne veut pas que ça se produise. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ce qu'on appelle la planche à billets. Vous voyez, le terme, il est magique. On imagine une planche comme ça, on imprime. On n'est pas très loin de Chamalières, enfin un peu loin, mais bon, c'est pas très loin non plus. Alors comment ça marche? En fait, pour avoir le droit de créer de la monnaie, de l'argent, parce que souvent, on ne se pose pas la question d'où vient la monnaie, mais il faut avoir ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire. Ça peut être de l'or, ça peut être des réserves de change, ça peut être des titres. Bref. Donc, il faut qu'il y ait une correspondance entre la monnaie que vous créez et la richesse économique. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? Comme on n'a pas effectivement ces contreparties de la masse monétaire, eh bien, on crée de la monnaie sur la base de rien. Ex nihilo, comme on dit en anglais. Et donc, cet argent, automatiquement, effectivement, on le met pour financer quoi? La dette publique. Et donc là, on a quelque chose de complètement anormal. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur une planche à billets, on crée de la monnaie pour rien. Mais dans des sommes colossales. 4 000 milliards de dollars aux États-Unis, 3 000 milliards d'euros dans la zone euro. Vous allez me dire, où est l'argent? Je ne l'ai pas vu. C'est un gros problème. Oui, c'est que cet argent va alimenter justement ces bulles financières. Alors, il y en a plusieurs, évidemment, ces bulles financières. Il y a notamment, comme toujours, ce qu'on appelle un fer de lance, entre guillemets. Par exemple, il y a eu la bulle Internet, c'était donc le Nasdaq, ça avait flambé en 2000, hop, ça s'est effondré ensuite. Et là, c'est exactement la même bulle, qui a un autre nom, ce qu'on appelle la bulle du numérique.
Donc vous connaissez ce terme, les GAFA, là, vous savez, les Google, Apple, Facebook, Amazon. Donc dès que vous êtes dans le giron des GAFA, c'est formidable, on dit, ça va marcher. Et donc on a aujourd'hui ce qu'on appelle, vous savez, des licornes. Justement, j'en parle dans mon livre, c'est-à-dire, je me suis rendu compte, parce que j'ai quand même recherché tout ça, qu'aujourd'hui, vous avez dans le monde 250 licornes, c'est-à-dire des entreprises, mais nouvelles, qui, tenez-vous bien, sont valorisées chacune 1 milliard de dollars. C'est pas rien. Pour être valorisé 1 milliard de dollars, normalement, il faut être très solide. Sauf que sur ces 250 entreprises dans le monde, combien, selon vous, ont déjà gagné de l'argent? 3. Alors peut-être qu'il y en aura 10, peut-être qu'il y en aura 20, peut-être qu'il y en aura 100, il n'y en aura pas 250. Donc ça veut dire que vous avez aujourd'hui, vous voyez, c'est ça, encore une fois, une bulle, vous avez de la valorisation. Comme l'argent ne vaut rien, on dit, alors on y va, dans n'importe quoi. Non, il faut, comme on le dit bien chez vous, garder le bon sens paysan. Le bon sens près de chez vous. Je sais que c'est une grande banque elle a plus ce slogan maintenant, mais que je connais bien parce que je travaille également avec elle. Et c'est vrai que globalement, ça, on l'oublie. On l'oublie. Et donc, je suis là pour vous remettre, effectivement, dans le droit chemin, dans le bon sens, bien entendu. Alors, le pire, pour tout vous dire, c'est un peu comme ça que j'ai eu l'idée d'ailleurs de faire ce livre, Un monde de bulles, c'est qu'il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, on a créé ce qu'on appelle le Bitcoin. Vous savez, là, alors là, c'est magique. Et là, on me dit, alors voilà, ça, c'est l'avenir du monde. Les crypto-monnaies. Donc, on vous dit, alors là, bientôt, il n'y aura plus de monnaie, il y aura ces crypto-monnaies. Ah, ça paraît fou, c'est formidable. Et donc, parce qu'on vous dit, oui, regardez, vous avez la planche à billets, ce que je dis tout à l'heure, le dollar, l'euro, ça ne vaut plus rien. Non, il faut une autre monnaie. Et que l'idée est formidable. C'est un peu, si vous voulez, les gilets jaunes de la monnaie, si vous voulez, un truc qui met un nouveau truc. Vous voyez. Donc, on y va, et incroyable, ça marche. Vous voyez, on est monté à 20 000 $. Alors moi, je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui se passe. Parce que moi, quand je ne comprends pas, ça m'embête. Je veux comprendre ce qui se passe. Donc j'ai cherché. Alors on me dit, c'est un Japonais qui a créé cette Bitcoin-là. J'ai cherché. Le Japonais n'existe pas. Le monsieur en question, c'est une couverture. Vous vous rendez compte? C'est une arnaque mondiale, là. C'est pas une petite arnaque mondiale. Et tout le monde a plongé dedans. Je vais faire simple. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Cette crypto-monnaie, c'est une plateforme de blanchiment d'argent. Quand est-ce qu'on a créé le Bitcoin? Enfin, c'était en 2008. Tenez-vous bien. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2008? 2008-2009. On a justement fait le G20 de avril 2009 en disant on va sauver le monde. Et donc on a fait une relance budgétaire, etc. Ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui a permis de relancer la machine. Très bien. Sauf que, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a dit on va lutter contre les paradis fiscaux. Très bonne idée. Bon, ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs, mais bon, on l'a dit à l'époque. On a même plus qu'avant des paradis fiscaux, mais sauf qu'on ne les voit pas. Mais ça, j'y verrai tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, toutes les mafias du monde se sont dit comment on va blanchir l'argent? Ah oui, s'il n'y a plus de paradis fiscaux, comment on fait? Et c'est là où on a eu cette idée, mais on va créer notre propre monnaie. Et donc, c'est là où c'est complètement fou. C'est qu'il y a, de ce point de vue-là, et j'espère qu'il n'y a pas parmi vous qui en avez acheté. Donc, on s'est dit, ça va monter à 20 000. Donc, ça, c'est comme tout à l'heure. Le couple rendement-risque, n'oubliez jamais. Quelque chose qui ramène très fort, alors que derrière, il n'y a rien, finalement, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il y a un risque énorme. Et je sais qu'il y en a malheureusement beaucoup qui ont acheté à 20 000. Maintenant, le Bitcoin est tombé à 3 000, après il est remonté, il redescend. Il n'y a pas de réalité économique. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout ce qui est blockchain, c'est l'avenir, c'est une nouvelle technologie, certainement l'avenir, mais il faut que la monnaie soit contrôlée. Vous voyez, déjà, les monnaies, Banque centrale européenne, Réserve fédérale, déjà, il y a des États derrière, tout ça, mais on ne sait pas combien ça vaut. Alors imaginez une monnaie où il n'y a rien. Donc c'est un moyen d'échange, mais pas une réalité. Donc si on vous dit ça, vous dites non. Alors on verra peut-être. Dans quelques années, il y aura une crypto-monnaie nationale, officielle. Là, on ira. Mais là, c'est extrêmement dangereux. Alors il y a encore pire que ça. Pour moi, c'est la bulle des bulles. Parce que ça, à la rigueur, on pouvait la voir. Là, il y a une autre bulle. Malheureusement, nous tous ici, on y participe. Sans le savoir. Mais on y participe. C'est quoi cette bulle? C'est la bulle de la dette publique. Aujourd'hui, au niveau mondial, nous avons, regardez bien, 250 000 milliards de dollars de dettes. Toutes dettes confondues. Ça veut dire c'est 305% du PIB mondial. Le PIB, c'est la richesse. C'est quelque chose de jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Bon. Donc, normalement, quand la dette augmente, on est surendetté, on se dit, on va demander des taux d'intérêt plus élevés. C'est normal, rappelez-vous, vous êtes plus risqué. Et là, il y a un phénomène complètement anormal qui s'opère, c'est l'inverse. Vous voyez? C'est-à-dire que plus la dette augmente, plus les taux d'intérêt, là je vous ai mis le cas de la France et le cas des États-Unis, les taux d'intérêt baissent. Et alors là, je prends l'exemple de la France parce qu'on est français, donc ça nous intéresse.
quelque chose de formidable, quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, les taux d'intérêt de la dette publique française, à 10 ans, tenez-vous bien, sont négatifs. Bravo. Ça veut dire que pour avoir le droit de prêter à l'État français, c'est un honneur, eh bien il faut payer. Incroyable. Incroyable. Alors évidemment, moi je m'amuse beaucoup, j'aime bien poser la question aux grands... Parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons ça, hein. Il y a beaucoup de grands investisseurs qui font ça, des Américains, des Allemands, etc. Moi, comme je les vois, ces fonds d'investissement, je leur dis, franchement, pourquoi vous achetez de la dette publique française? C'est taux d'intérêt négatif, vous êtes sûr de perdre. Pourquoi vous faites ça? C'est ce qu'ils me répondent. Oui, mais au moins, on sait combien on va perdre. Véridique. Donc, comme stratégie d'investissement, c'est un peu dangereux. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme on sait que derrière, peut-être la bourse va faire moins 20, moins 30, au moins là, ça fait moins 0,5, au moins je sais combien je vais perdre. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Alors, je vous mets ce graphique exceptionnel. Là, vous avez la dette publique française. Donc, la dette publique, hein, par rapport à notre richesse. Donc, vous savez que, alors, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'à chaque fois on révisait le chiffre, mais on a déjà atteint la barre des 100%. Maintenant, on est à 99,8%, bon, peu importe. On est à 100% de dette publique. Record absolu de dette publique, hein, 2300 milliards d'euros, pour des sommes folles. Donc, normalement, là aussi, on pourrait dire, j'ai de plus en plus de dettes, les taux d'intérêt doivent monter. Ben non, c'est l'inverse. Regardez. Et ça, c'est la courbe bleue, c'est le taux d'intérêt. Plus ma dette monte, plus mes taux d'intérêt baissent. Et là, Houston, on a un problème. Ah oui, parce que, je parle de mon point de vue, quand j'allais voir tous nos dirigeants à l'Élysée ou ailleurs, depuis des années que je les vois, je leur dis, écoutez, faites attention, parce que si vous augmentez le déficit, si vous augmentez la dette, les taux d'intérêt vont augmenter. Ce qui est logique. Et si les taux d'intérêt augmentent, vous cassez la croissance, vous faites du chômage. Là, là, ils ont peur. Ils disent, vous avez raison à faire attention. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent, mais laissez-nous tranquilles, on s'en fout de la dette publique. Regardez, plus ma dette augmente, plus mes taux d'intérêt baissent. C'est ce qu'on appelle un aléa moral. C'est très dangereux, ça veut dire que, en fait, comme vous avez une sorte de protection, vous dites, je vais continuer. Et donc, on a une sorte de fuite en avant. Notre président nous l'a dit il n'y a pas longtemps. Il nous a dit quoi? La règle des déficits publics à 3%, on s'en fiche. C'est d'un autre temps. Non mais, il a raison. En fait, c'est quoi un bon déficit? C'est 0 normalement. Et là, on dit non, mais on y va. Donc, on a une fuite en avant qui est extrêmement dangereuse. Et ça, c'est l'inverse des subprimes. Parce que les subprimes, à la rigueur, c'est vrai que c'était dangereux, mais il y avait un rendement élevé. Donc, si vous avez vendu à temps, vous avez gagné de l'argent. Par contre, aujourd'hui, il y a un risque. Pas forcément qu'on ne rembourse pas, mais que les taux d'intérêt augmentent. Donc, ça veut dire que là, si les taux d'intérêt augmentent, ça fera baisser votre portefeuille. Donc, il y a un risque. Et en plus, ça ne ramène rien. Donc, là, franchement, je ne veux pas être méchant, n'achetez pas de bons du Trésor. Investissez dans vos entreprises, à la rigueur. Là, au moins, vous savez où va l'argent. Vous voyez? Faites-vous plaisir. C'est bientôt Noël, allez-y, carpe diem. Mais aujourd'hui, en achetant, effectivement, cette dette publique, on est sûr de perdre. Vous comprenez? Donc, donner des placements à taux garanti, ça c'est bien, etc. Mais ça, c'est un vrai problème. Et, puisqu'on parle d'Europe, là, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. C'est la même chose, mais il y a un pays qui est quand même moins bien que nous, entre guillemets, d'un point de vue financier, c'est la Grèce. Donc là, la Grèce, c'est exceptionnel. Vous vous souvenez peut-être en 2010-2011, donc c'était la crise grecque. Vous savez, parce que la dette grecque est montée à l'époque à 170% du PIB. Vous voyez, nous, à 100%, on est des petits joueurs. Parce que, ouais, bon. Donc là, on s'est dit, oh là là, les Grecs, ils ne vont pas nous rembourser, etc. Donc là, on a eu peur. Et donc les marchés, qu'est-ce qui s'est passé? Le taux d'intérêt de la dette grecque, regardez, c'est la courbe bleue, est monté, regardez bien le chiffre, 35%. Ah oui. Donc c'est là où l'Europe est arrivée. Là, on voit à quoi sert l'Europe. Hein. C'est arrivé. Ne vous inquiétez pas, les gars, on va payer. On va régler la facture. Donc on a annulé 110 milliards d'euros de dette grecque. Sympa. Et on a reprêté à la grecque 220 milliards sur 60 ans. On est vraiment sympa. Parce que quand la Grèce critique l'Europe, je dis heureusement que l'Europe était là. Sinon la Grèce, évidemment, ne serait pas là. Donc, la dette grecque est tombée, artificiellement, parce qu'on a annulé une partie de la dette. Mais regardez ce qui s'est passé ensuite. La dette grecque est remontée. On est aujourd'hui, oui. On ne donne pas à des bonnes bouteilles à un ivrogne, si vous voulez. C'est clair qu'il va les boire, c'est ce que je veux dire. Donc c'est quand même dommage. Hein? Donc, on a descendu et hop, regardez la dette grecque, 104, aujourd'hui, où je vous parle, 182% du PIB. Donc plus que pendant la crise grecque.
Donc on aurait dû dire, oh là là, les marchés vont avoir peur, une sanction. Eh bien non. Regardez cette anomalie incroyable. Le taux d'intérêt de la dette grecque, regardez, 1,2%. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Vous comprenez? Donc, évidemment, encore une fois, il faut être extrêmement prudent. Et ça, c'est malheureusement la Banque centrale européenne qui n'a pas trop de choix. Maintenant, il y a Mme Lagarde qui la dirige. Moi, j'aimais beaucoup Mario Draghi, son prédécesseur. J'aime beaucoup Mme Lagarde aussi, à qui j'ai donné d'ailleurs des cours d'économie aussi, figure-toi. Ben oui. Quand elle était ministre du Commerce extérieur, elle m'a demandé, écoutez, moi, c'était à l'époque sous Chirac, elle m'a dit, oui, moi, je suis avocate d'affaires, donc l'économie, je ne connais pas. Donc j'étais la voir. Une femme exceptionnelle. Exceptionnelle. Bon, elle a réussi, donc tant mieux. Sauf que maintenant, elle a la pauvre chérie, ça va être compliqué. Parce que Mario Draghi a dit, on va, donc l'ancien président de la Banque centrale, on va refaire ce qu'on appelle la planche à billets. Donc là, depuis le mois de novembre, tous les mois, illimité, on a 20 milliards d'euros comme ça de planche à billets. Donc on ne sait pas comment ça va se... Moi, je suis très honnête avec vous. Parce que je pourrais vous dire, oui, bon, on ne sait pas comment ça va se terminer. Parce que c'est inédit. Mais c'est dangereux. D'accord? Donc, voilà. Prenons du recul. Non, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on a quand même eu de la croissance mondiale qui résiste. Ça, c'est effectivement la bonne nouvelle au niveau mondial. Là, ce sont mes prévisions. Alors, depuis les années 80, la moyenne, c'est 3,5%. Là, quand même, cette année, on va faire 2,8%. L'an prochain, ce sont mes prévisions, on est à 2,5%. Et là, je vais vous montrer quelque chose de très important pour vous, pour nous tous. Vous allez me dire, d'où vient cette croissance mondiale? Et là, vous allez comprendre comment le monde a changé. C'est qu'effectivement, jusqu'aux années 2000, vous inquiétez pas, vous aurez tous les chiffres. David les a, je vous autorise évidemment à les distribuer. Donc, jusqu'aux années 2000, on avait à peu près, les pays développés, ça veut dire nous, on représentait à peu près 60% du PIB mondial. Donc, nous étions les maîtres du monde. Nous étions les maîtres du monde d'un point de vue économique. On faisait ce qu'on voulait. Sauf qu'aujourd'hui, la donne a changé. Notre part dans le PIB mondial, c'est moins de 40%. Qui sont les maîtres du monde? Les pays émergents. Et là, on les appelle toujours les pays émergents. Vous voyez, ça nous rassure. On dit oui, ils sont émergents. En fait, ils ont émergé depuis bien longtemps. Et oui. Par contre, nous, on immerge. Et on se rend... Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, regardez la Chine, par exemple. C'était dans les années 80, 2% du PIB mondial, 2% de la richesse mondiale. Aujourd'hui, c'est quasiment 20%. Donc si vous vous dites, moi, la Chine, je m'en fiche, ça ne peut pas marcher. Alors, évidemment, il y a deux aspects de voir ça. Soit on se dit, c'est intéressant, parce que les Chinois, ils ont du cash, ils vont acheter nos vins, ils vont acheter on va dire nos produits, parce que nos produits français ont une image exceptionnelle, et les Chinois adorent les produits français, donc tant mieux. Sauf qu'à moyen terme, on se dit attention, parce que les Chinois aussi, ce qu'ils veulent, c'est prendre notre technologie, prendre notre indépendance. Donc au début, on est content. Ah, ils sont sympas, ils ramènent du cash. Oui, mais à moyen terme, on risque de perdre notre indépendance. Donc là aussi, il faut être extrêmement vigilant. Donc, vous voyez là, je vous montre juste un graphique assez intéressant. La Chine, ça c'est le PIB chinois, donc la richesse qu'on crée en Chine. Vous voyez, c'était... Depuis 1980, ça a augmenté, regardez bien ce chiffre incroyable, de 3050%. Hors inflation, bien sûr. Mais ça, c'est pas de la bourse, hein, c'est de l'économie. Vous voyez. Donc, ça, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que dans les années, jusqu'aux années 90-2000, il y avait à peu près 100 millions de Chinois qui vivaient correctement. Ça veut dire qu'ils vivaient comme nous. Maintenant, ils sont presque 600 millions. Plus que l'Europe. Donc, évidemment, si vous captez un marché chinois, c'est une ouverture exceptionnelle. D'autant qu'ils ont de la réserve, parce qu'il y a encore 800 millions qui attendent de prendre le train. Si vous voulez. Bon, au moins, il y a un train qui passe, normalement. Puis là-bas, il y a peu de risques de grève, généralement, mais ça peut arriver. Mais bon. Donc, il y aura au moins un train à prendre. Donc, là, effectivement, aujourd'hui, vous aurez les chiffres, je ne rentre pas dans le détail. Vous voyez, par exemple, cette année, sur 2,8% de croissance mondiale, là, je prends la contribution des différents pays et zones. Vous voyez, la Chine, sur 2,8% de croissance mondiale, elle ramène à elle seule 1,2 points. L'Inde ramène 0,5 points. C'est-à-dire que vous avez deux pays, ils ramènent plus de la moitié de la croissance mondiale. Alors nous, combien on ramène? Quand je dis nous, c'est même pas la France, hein, c'est la zone euro. Vous voyez, nous, on ramène 0,1 point à la croissance mondiale. Bon, au moins, on ne dérange personne. Hein, c'est-à-dire qu'on soit là ou pas là. Bon, mais c'est un problème. Eh oui, on n'a pas créé l'Europe pour ça. Hein. Donc c'est-à-dire que l'Europe, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut une Europe beaucoup plus forte pour faire face justement à nos amis chinois, sans parler de nos amis américains. Et donc, l'avantage de ce ralentissement, il y en a un, c'est que ça permet de limiter le cours des matières premières. Et là, c'est pareil. Je sais que vous êtes bien sûr concernés par ce cours des matières premières, et notamment le pétrole. Eh bien, là, c'est la courbe bleue, le cours du pétrole. Et là aussi, il y a des bulles.
Hein, vous vous souvenez peut-être qu'en 2008, le baril est monté à 150 $. Vous vous souvenez de ça? Et à l'époque, tout le monde, j'entendais, on me disait, oui, c'est pas cher, on va monter à 250 $. J'ai dit, attendez, il y a un problème, parce que déjà 150, c'est très cher, alors 250, c'était la mode à l'époque. Hein, on disait, oui, oui, non, mais... Et je conseillais des entreprises, donc certaines m'ont écouté, donc tant mieux pour elles, puis d'autres m'ont pas écouté. Par exemple, il y a une grande compagnie aérienne française, donc comme maintenant il n'y a plus qu'une, on voit qui c'est plus ou moins, mais... Donc eux, ils achètent beaucoup de pétrole. Et donc en juillet 2008, quand le baril monte à 150 $, ils écoutent évidemment ceux qui disent qu'il va monter à 250, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent à terme, à 6 mois, du baril à 150 $. En disant, bah, si on est à 250, on va gagner 100. Sauf que 6 mois plus tard, on était à combien? 34. Et ça fait mal. Donc là aussi, pareil, encore un conseil. Ne spéculez pas sur les matières premières. Je sais que c'est votre domaine, mais ailleurs, couvrez-vous. Prenez des options. Les banques peuvent vous en profiter. Au pire, vous perdrez la prime. Voyez. Mais c'est extrêmement volatile et ça va dans les deux sens. Vous voyez, les cours des matières premières également, en 2015 par exemple, le prix du pétrole s'est effondré alors que, vous voyez, par rapport à la croissance mondiale, je n'ai pas de boule de cristal encore une fois, c'est lié. Quand la croissance mondiale baisse, comme ici en 2008, le baril doit baisser, c'est ce qui s'est produit. Et là, pareil, quand le baril va trop bas par rapport à la croissance mondiale, il remonte. Donc là, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une sorte de statu quo du baril, autour des 60-70 $. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle également pour vous, parce que l'ensemble des matières premières, ce qu'on appelle l'indice CRB, donc notamment les matières premières agroalimentaires, bah, vous voyez, depuis 2015, ça ne bouge quasiment plus. Ça fait du surplace. Donc là, évidemment, c'est compliqué pour assurer un certain niveau de marge. Et malheureusement, ça va durer. Alors, tout à l'heure, on en parlera. Heureusement qu'il y a la PAC qui peut nous aider, mais globalement, c'est vrai que c'est un contexte qui est quand même particulièrement difficile. Néanmoins, à moyen terme, vous voyez, comme ici en 2007-2008, ça pourra remonter parce qu'il y a quand même une demande mondiale de matières premières, notamment alimentaires, qui est très forte. Et là, maintenant, je vais vous donner un secret, parce que vous allez me dire, oui, mais peut-être que dans quelques années, il n'y aura vraiment plus de pétrole. Et puis si on continue comme ça, on sait très bien que peut-être en 2050, il n'y a pas une guerre nucléaire d'ici là, il y aura 9 milliards d'êtres humains sur Terre, peut-être même plus. Comment on va faire pour les nourrir, pour les équiper? Donc on se dit, bah, il y a un problème là. Et d'où, effectivement, la grande théorie qui se développe en France, notamment, hein, qu'on appelle la décroissance. Donc c'est très simple, on vous dit, bah, on vit dans un monde fini, donc on ne peut pas avoir la décroissance. Moi, ça m'arrive souvent dans des débats ou des émissions ou des séances publiques comme aujourd'hui, où on me dit, non mais attendez, arrêtez avec votre croissance, parce que c'est n'importe quoi cette croissance. Ça détruit la planète, donc à la fin, on va tous mourir. Bon, ça c'est vrai aussi, mais bon, le plus tard possible, bien entendu. Et évidemment, il y a un grand dilemme. Donc on vous dit décroissance. Donc ça veut dire, décroissance c'est quoi? Parce que le mot il paraît sympa comme ça. Mais ça veut quand même dire, dans le concret, qu'on baisse le niveau de vie, qu'on baisse le niveau de PIB, le niveau de richesse. Le problème c'est que, à la rigueur, nous on peut se dire, bon, on est des pays riches, on peut supporter. Mais les pays pauvres, ils vont nous dire, qu'est-ce qu'ils nous disent d'ailleurs? Ils nous disent, mais nous, pendant des siècles, vous êtes développés sans compter. Maintenant qu'on vous rattrape, on n'a plus le droit. Donc la COP 21, COP 22, ça ne marche pas tout ça. Les pays émergents ne peuvent pas respecter ça. C'est un luxe de riches. Quand vous n'avez pas de quoi manger, vous pouvez dire, vous allez manger moins. Vous n'avez pas de quoi manger. Il faut être sérieux quand même. Mais à la rigueur, même pour nous, les pays riches, si j'ai de la décroissance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je détruis des emplois. Donc, j'ai du chômage qui monte. Donc, j'ai une crise sociale, voire sociétale qui arrive. Donc, ça ne marche pas, la décroissance. Alors, vous allez me dire, mais pourtant, on a un dilemme. Comment je fais pour faire de la croissance durable ou infinie dans un monde fini? Parce que ça, c'est vrai, la Terre est ronde, ça, on n'y peut rien. Alors, comment on fait? Je vous rassure, j'ai la réponse, sinon je n'aurais pas posé la question, évidemment. La réponse, elle est très simple. Selon moi, je peux me tromper, mais selon moi, le seul moyen de faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique, de l'innovation technologique. Et ça, c'est formidable. Et d'ailleurs, vous êtes, vous, en plein dedans. Parce que c'est quoi les révolutions à venir? C'est les nouvelles technologies de l'énergie. Donc le monde agricole, évidemment, il participe, doit y participer. C'est les nouvelles technologies de l'agroalimentaire. Là aussi, on a de quoi faire. C'est les nanotechnologies. C'est évidemment le numérique, etc. Donc on a des boulevards de croissance devant nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le même monde, mais on va mieux l'utiliser. Pour moi, c'est ça la vraie écologie. Parce que l'écologie qui consiste à dire on met des taxes, c'est pas de l'écologie, ça. C'est de l'imposition. Vous voyez? Parce que je veux bien mettre des taxes, mais si je n'ai pas d'alternative, comment je fais? Donc avant de mettre des taxes, il faut d'abord créer l'alternative, et là on pourra mettre des taxes. Et là, ça sera incitatif, etc. Donc, c'est évident que la clé, elle est dans cette innovation. Et ceux qui ont bien compris ça, alors bon, je vous ai mis quelques exemples des pays qui investissent le plus dans la R&D,
Nous, la France, on est à 2,1. Bon, ça veut dire ça ne bouge pas depuis les années 90. Mais là, on a la fameuse phrase du général de Gaulle qui disait « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Vous la connaissez. Bah oui, c'est pas tout... On est très bon en recherche fondamentale. Oui, mais la recherche appliquée, elle est là. Pas toujours. Donc, il faut effectivement développer, mais il y a du boulot. Et ceux qui ont bien compris ça, c'est nos amis chinois. Regardez, aujourd'hui, la Chine est devenue le deuxième pays en valeur absolue qui investit le plus dans la R&D, dans l'innovation. Et là, devant, ce n'est pas une, deux, trois, c'est des décennies de croissance. Donc, vraiment, il faut que vous jouiez cette stratégie. Effectivement, l'Europe peut peut-être nous aider, on verra, mais il faut s'en prendre à nous-mêmes pour avoir justement cette innovation et être des gagnants de demain. Donc ça, vous voyez, je ne suis pas du tout pessimiste, je pense qu'il y a devant nous des boulevards de croissance. Alors maintenant, on va lister rapidement les autres dangers, parce qu'il y en a pas mal. Notre ami Trump, d'abord. Risky business, hein, ça veut dire... Alors, c'est vrai que Trump, bon, je sais qu'en France, on le déteste, bon, on a peut-être raison, je ne sais pas, mais d'un point de vue économique, il a fait quand même, pour l'instant, du bon boulot. C'est-à-dire qu'il a relancé la machine. On était en fin de cycle aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a baissé les impôts pour tout le monde. Et hop, ça a marché. Mais avec maintenant, ça ralentit, et c'est la croissance. C'est toujours positif, mais on est à 2%. Mais ça ralentit quand même. Le vrai avantage qu'il a généré, oui, c'est qu'il a généré une confiance des ménages. C'est la confiance des ménages. Les Américains n'ont jamais été aussi confiants depuis les années 2000. Ouais, donc nous, on l'aime pas, mais eux, bah oui, quand vous baissez les impôts, forcément, on vous aime. Ben oui, c'est ce que j'ai dit à Manu, mais il ne veut pas comprendre. Bon. Et donc, évidemment, ça, c'est un vrai enjeu, parce que c'est une réalité du quotidien, bien entendu. Et autre avantage, parce que la croissance, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est le taux de chômage qui va avec. Taux de chômage aux États-Unis, vous voyez, 3,5%. Le fameux plein emploi. Donc c'est facile après d'avoir l'optimisme. D'ailleurs, là, vous avez la recette. Vous pouvez savoir les résultats des prochaines élections américaines. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, un président en place est toujours réélu quand le chômage est bas. Toujours. Donc Trump, là, qu'est-ce qu'il fait? Justement, il fait tout pour pas qu'il y ait de crise avant 2020. Ce qui va y arriver, on verra. Mais globalement, si le taux de chômage reste au niveau actuel, il sera effectivement réélu. Par contre, si ce n'est pas le cas, alors là, il y aura des difficultés. Mais bon, on en reparlera. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a un écart de croissance entre les États-Unis et la zone euro qu'on n'a jamais eu. Regardez bien. Là, vous avez l'écart de croissance, c'est la courbe rouge ici, je rappelle, entre les États-Unis et la zone euro. Regardez ce chiffre incroyable. 86 points d'écart de croissance en moins pour nous par rapport aux Américains. Donc là, on a un problème. Je veux bien qu'on ait un écart, mais là, 86 points, c'est énorme. C'est du jamais vu dans notre histoire, si vous voulez. Donc, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, qu'on doit mieux réagir. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'il a fait notre ami Trump? Bon, je vous ai mis un peu les principales mesures. Bon, ce qui nous fait vraiment envie, c'est ça, quoi. Taux de l'IS, on passe de 35 à 15%. Évidemment, ça change tout. Et un truc incroyable, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a simplement dit aux entreprises américaines, vous qui êtes à l'étranger, pour des raisons fiscales, parce que souvent c'est le cas, il ne faut pas se leurrer, s'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux aussi. Sinon, on n'en aurait pas besoin. Vous voyez. Donc il leur dit, par exemple, beaucoup d'entreprises américaines sont en Irlande, il leur a dit, n'allez plus en Irlande. Je vous fais le même taux ici. Par contre, si vous restez en Irlande, alors on va vous taxer. Bon. Et donc, on a eu un chiffre dont personne ne parle. Mais l'année dernière, on a eu 300 milliards de dollars, donc c'est quand même pas rien, de capitaux d'entreprises américaines qui sont revenus aux États-Unis. Pas dans la bourse, d'entreprises, vraies entreprises. Vous voyez? Donc c'est assez incroyable. Donc ça veut dire que ça marche. Si vous baissez les impôts, les entreprises, évidemment, vont être incitées à revenir. Bon, alors le grand problème pour Trump, c'est que, bon, déjà, sur le financement, on n'est pas sûr, puis surtout, il veut mettre remettre en cause le libre-échange. Voilà. Alors, bon, pour nous, ça nous embête, évidemment, mais par contre, il faut être honnête. Moi, je le compare souvent, Trump, à Reagan, pour ceux qui s'en souviennent. Reagan, c'est les années 80. À l'époque, c'était pas la Chine, à l'époque, c'était le Japon. Et tout le monde dit, le Japon, c'est la première puissance mondiale, ils vont battre les Américains, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Reagan, il leur a fait un coup incroyable. Un coup de le renard et le corbeau. Il leur a dit, comme vous êtes très beau, ils adorent quand on leur parle comme ça, les Japonais, parce qu'ils y croient vraiment, donc vous devez avoir une devise d'excellence, donc une devise plus forte. Ils ont dit, bah oui, bien sûr, de toute façon, demain, on va vous remplacer. Et donc, ils ont fait l'erreur du siècle, et que le yen, à l'époque, ça valait 200 yens pour $1, il est tombé à 80 yens pour $1. Donc le yen s'est apprécié. Et de cette erreur-là, le Japon ne s'en est jamais remis. C'est-à-dire tout s'est effondré par la suite. On a eu ce qu'on appelle la déflation. Le Japon, aujourd'hui, il est encore dans la crise. Vous voyez. Et donc,
Qu'est-ce qu'il veut faire Trump? Faire pareil avec les Chinois. Alors, comme les Chinois ne sont pas des Japonais, par définition, qui ne vont pas donc se faire avoir, parce qu'eux, ils ont le taux de change qu'ils maîtrisent, il y a le contrôle des changes, donc il ne peut pas leur faire le coup. Parce que tout le monde a été voir les Chinois, apprécier le yuan, etc. Ils ont dit non, non, on fait ce qu'on veut. Bon. Donc il leur a fait un autre coup. Il a dit on va vous mettre des droits de douane, etc. Donc c'est un jeu de poker menteur. Pourquoi? Parce que comme les Chinois ont à peu près 1500 milliards de bons du Trésor américain, plus 3000 milliards de dollars de réserves de change, si demain la Chine s'effondre, les Américains aussi s'effondrent. Donc, ils sont en train de trouver un accord entre eux, je peux vous le dire. Le problème, c'est qu'on a beau chercher, on est où là-dedans? Nous, les Européens, parce que c'est ça le sujet. Pourquoi on a créé l'Europe? Justement pour pas qu'il y ait ce type d'accords bilatéraux et que nous, on soit au milieu. Mais non. Donc là, ça, c'est un vrai danger. Donc, Trump est en train d'affaiblir la Chine, tant mieux, mais à la fin, malheureusement, c'est nous qui allons être affaiblis si on ne fait rien. Donc là, encore une fois, on a besoin de plus d'Europe et pas de moins d'Europe. Bon, autre danger, le Brexit. Donc là, évidemment, on a entendu tout et son contraire, que tout allait s'effondrer au Royaume-Uni. C'est un peu l'Arlésienne, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu ou pas, etc. Ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, le Brexit, juste l'annonce du Brexit, le référendum, a fait baisser effectivement la livre sterling. Ça va, je suis dans les temps, là, ça va, c'est bon. Donc, ça, la baisse de la livre sterling, ça a permis de maintenir la croissance anglaise. Et ça aussi, on l'oublie souvent. Le taux de change est une arme de politique économique. Quand ça ne va pas, il faut le faire baisser, et comme ça redémarre. Vous voyez. Et donc, nos amis anglais, ils ont été très intelligents. Alors maintenant, ils sont tout juste à la récession, mais regardez, avec tout ce qu'ils ont traversé, ils ont encore 1% de croissance. C'est ce que je veux dire. Alors que nous, on se gargarise. « Oh ouais, on a 1% de croissance !» Attendez, mais pour eux, c'est pas bien, pour nous, c'est bien. Il y a un petit problème. Et surtout, ils ont toujours, un peu comme aux États-Unis, des taux de chômage de plein emploi autour des 3,8%. Donc là aussi, ça aide. Hein. Ne l'oubliez jamais, hein, la croissance, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est le chômage qui va avec. Quand vous avez un chômage faible, ça permet de dynamiser effectivement la croissance. Alors maintenant, je vais vous donner un scoop, peut-être. C'est que, malheureusement, j'ai fait mes calculs. Et vous savez que le Royaume-Uni est notre 6e partenaire commercial. Dans votre secteur ici, c'est parfois même le premier, voire le 2e. Hein. Donc, ça pose un problème. Donc, quand la livre sterling se déprécie, évidemment, on perd en compétitivité. D'accord ? Et à l'inverse, les Anglais, ils gagnent, donc ils investissent moins chez nous. Ils achètent moins de produits chez nous, et ils en vendent plus. Vous voyez ? Donc ça, il y a effectivement un problème. Et donc, si bien que j'ai fait ce coup, donc, sans parler de 2019, mais juste 2017-2018, donc 2 ans, alors que le Brexit n'a pas encore commencé, hein, ça a enlevé 0,7 points à la croissance française. Parce qu'on dit tout le temps, oui, le Brexit, c'est une catastrophe pour les Anglais. Oui, c'est vrai, mais pour nous aussi. En termes d'activité, de moins à gagner, évidemment, c'est une difficulté. Alors, si jamais on a ce qu'on appelle un hard Brexit, ça veut dire droit de douane, visa pour aller au Royaume-Uni. Enfin, bon, je ne crois pas qu'on ira jusque-là, enfin, j'espère pas, mais ça serait une catastrophe. Alors là, tenez-vous bien, ça va coûter 1 point de croissance par an. En moins, évidemment, hein, pour les Anglais, mais aussi pour nous, les Français. Et là, on a un problème. C'est ce qu'on appelle la croissance structurelle. Vous savez, la croissance structurelle, c'est la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Le rythme de croisière de la croissance. C'est-à-dire, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de relance, tout va bien, on est à combien de croissance d'un point de vue normal? Eh bien, sachez-le, jusqu'aux années 90 à peu près, on avait le même niveau de croissance structurelle des deux côtés de la Manche. C'était à peu près 2,5% par an de croissance hors inflation. 2,5, c'est le niveau parfait. Pour un pays riche, c'est parfait. C'est-à-dire on crée des emplois, le chômage baisse, tout va bien. Sauf qu'aujourd'hui, on est à combien? Les Anglais ont baissé, ils sont à 2,3. Bon, c'est presque 2,5. Mais nous, les Français, on a combien? Dans le meilleur des cas, en étant optimiste, 1. Donc maintenant, vous allez refaire le calcul. Si j'ai un hard Brexit qui me coûte 1 point de croissance par an, les Anglais, 2,3 moins 1, il reste encore 1,3. Bon, c'est pas beaucoup, mais ils s'en sortent. Alors que nous, 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça veut dire que, ça qui est complètement fou, qu'on ne dit pas parce qu'on ne peut pas affoler, le coût relatif du Brexit, du hard Brexit, sera plus élevé en France qu'au Royaume-Uni. Incroyable. Donc voilà pourquoi, ça aussi c'est un scoop que je vous donne, on va trouver un accord. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, évidemment, bon, alors, les Anglais, ils ne veulent pas de l'Union européenne, très bien. Donc ils seront peut-être un peu comme les Suisses, voilà, on aura quand même des accords. Mais c'est clair que si ça se passe mal,
On n'est pas préparé à ça. Donc ça nous coûtera très cher et on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir cette difficulté. Donc je crois qu'on aura effectivement ensuite un accord. Parce qu'en plus de ça, effectivement, la zone euro est en danger. Alors, quelques graphiques, parce que là, c'est un peu dur à supporter, toujours un peu triste, je ne viens pas donner des mauvaises nouvelles, mais les indicateurs avancés de la croissance, vous voyez, c'est les courbes rouges, c'est dans l'industrie, en vert, c'est dans les services, et en bleu, c'est la croissance. D'accord ? Donc ça, c'est la zone euro. Regardez, aujourd'hui, on est à 1% de croissance, vous voyez, dans la zone euro, et ça baisse. Ça continue de baisser. Malgré la planche à billets, malgré les 3 000 milliards. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu ça, on ne sait pas où on serait. Le problème, c'est nos amis allemands. Alors, les Allemands, habituellement, ils sont au-dessus, là, c'est l'inverse. Ils sont en dessous. Vous voyez, seulement 0,5% de croissance. Et les indicateurs avancés, vous voyez, dans l'industrie, c'est pas génial. Ce matin, ça vient de sortir, ça continue de baisser. Vous voyez. Donc, ça veut dire que nos amis allemands, qui ont une forte industrie, ils pâtissent énormément du commerce mondial, de l'automobile, qui est en restructuration. Donc, c'est compliqué. Le problème, c'est que comme l'Allemagne, c'est 30% du PIB de la zone euro, si l'Allemagne n'est pas là, c'est compliqué de faire ça. D'accord ? Donc il y a un impact global sur l'ensemble, effectivement, des économies de la zone euro. Et notamment alors là c'est encore pire qu'ailleurs, c'est nos amis italiens. Je sais que nos amis italiens sont des clients aussi dans le Charolais notamment, mais c'est vrai qu'au niveau des bovins, mais c'est clair que là on voit qu'on a eu en Italie, regardez bien, c'est un truc incroyable. On a eu 3 récessions en 10 ans. Sur une décennie, vous voyez, première récession, deuxième récession, troisième récession. C'est du jamais vu. Dans aucun pays dans le monde développé, on a vu ça. Donc c'est dur d'être en Italie en ce moment. Très, très compliqué. Et je vous ai fait un petit calcul juste pour vous, regardez bien. Parce qu'aujourd'hui, on me dit, bon, ça y est, la crise est finie. C'est vrai. Mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, il y a encore 2 pays de la zone euro dont le niveau de richesse, c'est-à-dire de PIB, n'est pas encore au niveau donc de 2008, d'avant la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, regardez, donc évidemment la Grèce, et nos amis italiens, effectivement, regardez, c'est peut-être Manu qui appelle là, non ? Donc, regardez bien, on est à 5,5% en deçà du niveau de 2008 en Italie. Donc, c'est-à-dire que ça fait maintenant, cette crise, ça fait bientôt 12 ans. On a 12 ans pour rien. Alors nous, je vous rassure, on est en positif. D'accord ? Mais regardez la hausse du PIB, c'est combien ? 10%. Donc 10% en 11 ans, ça fait combien ? Ça fait 0,9 points par an. Ce que j'évoquais tout à l'heure, croissance structurelle, malgré tout ce qu'on a mis. Vous voyez ? Alors les amis irlandais, c'est quand même beaucoup mieux, ou même wallons, et encore, c'est pas tellement... Mais voilà, ça, effectivement, c'est la difficulté. On est sur une situation, quand même, très, très douloureuse. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, ça c'est pour vous, c'est que l'euro va baisser. Il a déjà bien baissé, là il se stabilise, mais il va encore baisser parce qu'effectivement, on a cet écart de croissance entre les États-Unis et la zone euro qui fait que l'euro, le bon niveau de l'euro-dollar, c'est entre 1,05 et 1,10 $ pour 1 euro. Donc là, on est autour des 1,10. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça va quand même nous permettre de garder un avantage à l'exportation. Voilà. Donc ça, on va quand même avoir l'année prochaine une croissance qui est autour des 1%. Le drame, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a toujours ces taux d'intérêt négatifs, et donc qui génèrent des effets pervers incroyables. Peut-être vous l'avez entendu là hier, ou avant-hier, maintenant il y a une banque allemande qui facture les dépôts. C'est-à-dire, si vous laissez votre argent à la banque, on vous prend dessus. Incroyable, j'ai rien fait. Et là, vous voyez, c'est le capitalisme, l'esprit, l'essence du capitalisme qui est battu en brèche. Normalement, c'est quoi le capitalisme ? Vous avez réussi, vous avez mis un peu de côté, vous avez un peu d'épargne, puis bon, vous valorisez votre épargne. Normal. Là, c'est l'inverse. Vous avez mis un peu d'épargne, mais non, vous perdez de l'argent. Vous voyez ? Donc, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Suisse ? Vous savez qu'en Suisse, les taux d'intérêt sont négatifs jusqu'à 50 ans. Incroyable. L'horizon de 50 ans, taux d'intérêt. Donc, que font les Suisses aujourd'hui ? Ça, j'ai été à Genève il n'y a pas longtemps, pour faire une conférence, j'étais à Genève, je vous rassure, pas pour autre chose. Et donc, qu'est-ce que me disent les banques aujourd'hui, suisses ? C'est que les coffres n'ont jamais été aussi pleins. Donc, les Suisses retirent leur argent plutôt que de se faire ponctionner, et ils mettent au coffre. C'est pas sérieux. Donc ça, c'est dangereux. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, les taux négatifs, c'est vrai que ça peut être positif, mais c'est dangereux. C'est ce qu'on appelle un aléa moral, encore une fois. C'est une fuite en avant. Donc moi, je souhaiterais qu'on retrouve effectivement un juste prix, c'est-à-dire une réalité économique qui soit conforme avec la réalité financière. Vous voyez, voilà. Alors, je vais terminer bien sûr avec notre douce France, qui est quand même le pays, il faut dire, le meilleur du monde. Non mais disons-le, on est entre nous, je veux dire, on a un pays exceptionnel.
notamment grâce à vous, grâce à l'agriculture française, alors, qui d'ailleurs toujours, je ne comprends pas qu'on puisse effectivement la vilipender. C'est une force de la France qui est exceptionnelle, notamment pour nos jeunes. Je suis content de voir qu'il y a des jeunes qui... Parce que c'est quand même quelque chose de... C'est un métier formidable, qui est difficile. Mais ça fait partie de la force de la France. La force de la France, c'est aussi, bien sûr, ses paysages, sa position géostratégique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre pays comme ça qui est aussi bien positionné. L'Atlantique, le Nord, la Méditerranée, enfin, c'est formidable. Ce que je veux dire, l'Europe, ouverture. On a une main-d'œuvre qui est qualifiée. Donc, on a un pays exceptionnel. Le problème, c'est qu'on est en train, là aussi, c'est un aléa moral. Comme on se dit, tout va bien, on est les meilleurs, alors on ne fait rien. On continue comme ça, il ne peut rien nous arriver. Non, il peut nous arriver. C'est ce qu'on voit depuis quelques mois, malheureusement, que ça peut parfois faire difficile. Donc là, c'est vrai qu'on a une croissance qui tient le coup. On est à peu près à 1,2%. Pourquoi ça tient le coup? Parce qu'on a lâché les rênes. On a notre déficit public qui, cette année, va atteindre 3,5% du PIB. Alors que les Allemands sont en excédent. Alors, je ne dis pas qu'il faille faire un excédent. Au moins l'équilibre. Mais bon, non. Donc on lâche. Très bien. Mais regardez les indicateurs avancés, là. Industrie, les services. Donc l'agriculture également. C'est pas génial. Même la confiance des ménages qui s'était redémarrée, elle commence à baisser. Donc là, effectivement, c'est vrai que sur la confiance des ménages, c'est dommage parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un effet Macron. Vous voyez, c'est la confiance à la courbe bleue. Quand Macron a été élu, on dit peut-être ça va changer. Donc il y a eu un boom de confiance des ménages. Bon, pour être honnête, à chaque nouveau président, il y a un effet de confiance des ménages. Vous voyez, là, on a eu Sarkozy, par exemple, Chirac aussi, pareil. Bon, il n'y a que Hollande, ça n'a pas marché. Pourquoi? C'est-à-dire, là, il y a peut-être un scooter, je ne sais pas trop, mais bon. En tout cas, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné. Et donc, par contre, Macron, ça a marché. Puis après, regardez, ça, c'est l'effet, entre guillemets, gilet jaune. Et depuis un an, donc, on a relâché, effectivement, on a donné du pouvoir d'achat. Tant mieux. Et ça a redémarré. Ça, c'est les grandes erreurs que j'avais dites, d'ailleurs, à notre président. Il ne fallait surtout pas monter la CSG. Il le reconnaît aujourd'hui. C'était une grave erreur de monter la CSG. La CSG, je vous rappelle, qui est un impôt temporaire. Ah oui, vous vous souvenez? Créé par Michel Rocard en 91. À l'époque, c'était 0,2, 0,3%. Maintenant, on est monté à 17%. Vous voyez, donc, il faut faire attention, ça. Et la CSG, moi j'ai recommandé l'inverse. Il faut au contraire la baisser. Parce que comme tout le monde paye la CSG, donc mécaniquement, vous la baissez, vous avez du pouvoir d'achat pour tout le monde. On a fait l'inverse. Donc, l'image qu'on a envoyée est catastrophique. Vous comprenez? Donc, ça, c'est très important. L'image. Dans une société d'image, de communication. Vous comprenez? Donc, il faut faire preuve de pédagogie, d'humilité. C'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'en France, c'est dur parce qu'on n'a pas de culture économique. Très peu. Alors, c'est une culture de lutte des classes. Ça, on est très fort pour lutte des classes. Et encore cette semaine, là, il y a un débat. On a dit, une enquête de l'INSEE, l'INSEE, c'est sérieux quand même, qui disent que, en fait, les mesures de Macron profitaient aux riches. Bon. Alors, et on vous sort, oui, les riches ont gagné 700 €, alors que les moins riches ou les pauvres ont gagné, je crois, 100 €. Oui, mais en variation, c'est le même niveau. C'est plus 1,4%. Mais sauf que 1,4% sur une somme plus élevée, évidemment, ça fait plus. Donc, oui, je sais pas, mais on met de l'huile sur le feu, c'est extrêmement dangereux tout ça. Vous comprenez? Bon, donc là, il faut, je pense que notre grand enjeu aujourd'hui, c'est de, on va dire, retrouver une cohésion sociale, voire sociétale. C'est pas facile. Et pour moi, ça passe uniquement par de la culture économique, par de la pédagogie économique. Il faut arrêter de dire, moi j'entends aujourd'hui, les économistes ne vont pas dire de non, mais oui, alors on va revenir sur la propriété privée. Ah bon? Non, c'est bien. Mais ça, on a déjà essayé ça. Ça s'appelait l'URSS. Ben oui, on a vu comment ça s'est terminé. Alors je ne dis pas que le capitalisme, c'est le paradis, loin s'en faut. Mais pourquoi on va tout casser? Il faut améliorer. Pourquoi tout casser? Et ça, on est tous partie prenante. Il faut, de ce point de vue-là, maintenant, c'est vrai, vous savez, moi je dis parfois, je viens des cités HLM d'Orly. Vous voyez. Donc j'ai commencé dans la difficulté. Je m'en suis sorti, j'ai eu cette chance. Parce que j'ai travaillé, parce que j'ai eu des parents formidables, parce que j'ai eu de la chance aussi, certainement. Mais aujourd'hui, je suis retourné l'autre jour à Orly, dans ma cité. J'ai failli pleurer. Pourtant, déjà, à mon époque, c'était dangereux. Bon, bref, mais alors aujourd'hui... Et donc, je me dis, mais aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de ces jeunes? Il y a un taux de chômage des jeunes dans ces cités de plus de 60%. Vous voyez? Et c'est là où ça colle plus. Parce qu'en France, on est un pays exceptionnel. Encore une fois, nous sommes le pays où il y a le plus de dépenses publiques au monde. 56% du PIB de dépenses publiques. Alors pour tout vous dire, vous verrez dans le livre qu'il y a 6 pays qui font plus que nous dans le monde. Et ce n'est pas n'importe qui.
vous avez les îles Tuvalu, les îles Kiribati, des petites îles dans le Pacifique, etc. Enfin bon. Donc il y a 6 petites îles, et nous on est comme ça. C'est un club très sélect, vous voyez ce que je veux dire. Pour entrer dedans, c'est pas n'importe quoi. Mais à la rigueur, soyons honnêtes, si on avait autant de dépenses publiques, et qu'on avait 4% de croissance, un taux de chômage à 3,5%, pas de pauvreté, ou très peu de pauvreté, je dirais, au diable l'avarice. Mais ce n'est pas le cas. Alors, il faut regarder que s'il n'y avait pas les impôts, aujourd'hui, le taux de pauvreté en France, c'est 14%. Donc, en refaisant le calcul sans la redistribution, on aurait un taux de pauvreté de 22%. Ah, ça calme. Donc, ça marche quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut moins de dépenses publiques. Il faut mieux de dépenses publiques. C'est tout le dilemme. On ne peut pas accepter d'avoir autant de dépenses publiques et aussi peu de croissance. Vous voyez? Donc, c'est ça qui ne colle pas. Donc c'est ça qu'il faut expliquer, parce que regardez le chômage aujourd'hui, nous sommes numéro 1, là aussi. En termes, on est à 8,5% de taux de chômage. Bon, c'est pas à 12, mais c'est quand même l'un des niveaux les plus élevés d'Europe. Et le taux de chômage des jeunes, regardez, incroyable. Taux de chômage des jeunes, plus de 19%, taux de chômage des jeunes, des moins de 25 ans. Malgré toutes les aides qu'on peut c'est quand même pas normal. Vous voyez? Regardez nos amis, je pense, nos amis anglais, ils sont à 11%. Bon, je ne parle pas des Allemands, ils sont à 6%, mais quand même. Mais là aussi, on met des moyens, mais on attend. C'est comme tout à l'heure, on parlera de la PAC, c'est pareil. On a des moyens, mais c'est quoi, effectivement, derrière les conséquences? Est-ce qu'on a bien identifié les vrais besoins? Vous voyez, donc là aussi, les moyens, c'est bien. Et donc, j'arrive sur ce... Parce que vous allez me dire, OK, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous faites pour sortir? C'est très simple. Moi, j'avais fait un livre il y a quelques temps que j'avais appelé Guérir la France à thérapie de choc, qui a fait beaucoup de bruit, mais malheureusement qui n'a pas été suivi d'effet. Eh bien, aujourd'hui, regardez, c'est pas compliqué. Là, vous avez fait un graphique qui est assez incroyable et que vous allez comprendre, parce que dans votre secteur, vous êtes encore plus concerné. Qu'est-ce qu'on appelle le taux de prélèvement obligatoire? Donc, taux des impôts par rapport au PIB. Eh bien, regardez, nous sommes numéro 1 mondiaux, ça je vous l'ai dit. Avant, il y avait le Danemark devant nous, maintenant, on les a battus. Non. On est champion du monde de foot, champion du monde des impôts aussi. On veut les deux. Non, faut pas... Et regardez ce graphique incroyable. Donc là, vous avez le taux des prélèvements obligatoires, donc les impôts, et en bleu, vous avez la croissance. D'accord? En moyenne sur 10 ans. Regardez, c'est incroyable. Plus, donc dans les années 60, 70, on avait 30% d'impôts, ce qu'on peut tout à fait, bon, ok, pourquoi pas. Et plus on a augmenté la courbe rouge, plus la courbe bleue a baissé. Il ne faut pas être grand devin pour comprendre ça. Parce que je veux dire, ce n'est pas une grande théorie économique. C'est-à-dire que si vous voulez que la courbe bleue, donc là, vous voyez, vous avez aujourd'hui, en moyenne sur 10 ans, vous avez 0,8% de croissance. Il y a un problème. Alors qu'on avait, regardez, 5% les années 70. Eh oui, les fameuses 30 glorieuses, mais quand même. Donc, pour faire monter la courbe bleue, il n'y a qu'une seule solution, il faut faire baisser la courbe rouge. Voilà. Et ça, je me bats depuis des années. C'est pas qu'avec actuellement le président actuel, mais depuis des années. Le seul problème, c'est que quand je dis ça, il se dit, bah oui, mais il faut aussi baisser un peu la dépense publique. Et ça, non. Ça, on ne peut pas. En France, depuis 1947, qu'on a des statistiques nationales, on n'a jamais baissé la dépense publique. Je dis bien jamais. Quand on vous dit qu'elle a baissé, non. C'est qu'elle a moins augmenté que ce qui était prévu. Donc, c'est un problème. Et quand je dis pas qu'il faut baisser les dépenses sociales, quoi qu'on peut les améliorer, baisser certaines dépenses de fonctionnement. Donc, mieux, effectivement, allouer pour pouvoir baisser les impôts et redonner, effectivement, confiance. Sinon, vous voyez la dette publique, 100% du PIB, ce que je mets. Et alors? Bon. Alors, pour terminer quand même, parce que je reste optimiste pour vous, je vais vous donner quelques petits conseils ici pour les boursicoteurs en termes d'investissement. Bon, je ne vais pas m'apesantir, j'ai déjà évoqué, etc. Donc, soyez quand même prudents, mais bon, on peut mettre un peu de matière première, éventuellement un peu d'or. Sur le marché boursier, ça va faire le yo-yo. Bon, peut-être le dollar va un petit peu s'apprécier, mais bon, surtout pensez à vos entreprises. C'est là-dedans qu'il faut investir essentiellement. Et justement, en termes d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut constamment développer des stratégies anti-crise. Alors, il y en a plusieurs. J'en mets 4 en avant, que vous devez faire. Peut-être que vous le faites déjà, et tant mieux. Pour ceux qui ne le font pas, alors voilà ces stratégies. Première stratégie, stratégie de niche, sur des produits, des services, qu'on est les seuls à faire, et pour lequel on a un savoir-faire, bien entendu. Ce qui est sûr votre cas à vous tous. Et ce savoir-faire, deuxième stratégie, il faut le faire savoir. On doit communiquer sur nos niches, ce qu'on oublie trop souvent. Je sais que la Chambre vous aide, etc. Mais ouais, il faut effectivement communiquer pour créer la différence. Troisième stratégie, bien sûr, l'innovation. Alors, on ne va pas innover que dans la high-tech. On peut, mais pas seulement.
innover dans le processus de production, dans la gestion des clients, dans, si on peut avoir un site internet, dans les relations comptables, la gestion des stocks. Avoir toujours cette démarche, où est-ce que je peux innover pour améliorer effectivement, et donc retrouver une dynamique, créer davantage de clients. Et dernière stratégie également, un développement international, où vous voyez qu'il y a quand même une croissance mondiale qui est plus forte qu'en France. Donc là aussi, on peut effectivement en profiter. Donc, si on a ça, bien sûr, avec, comme c'est votre cas certainement, la transparence et une excellence du service à la clientèle, alors là, on sera forcément des gagnants de la crise. Donc c'est ça le plus important. Je vous conseille vraiment de faire ça pour avoir justement une potentialité de croissance qui soit forte. Et si on fait ça, si nos dirigeants politiques baissent un peu les impôts, voire beaucoup, hein, c'est-à-dire si on modernise l'économie française, allez, faisons un rêve, c'est bientôt Noël, on peut quand même rêver un peu. Eh bien, si on arrive à cela, alors là, oui, on aura plus de croissance. Et pour conclure, la croissance n'est pas une fin en soi, encore une fois. Vous savez, souvent, on me dit en France, bon, le PIB, c'est pas important. Non, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le BIB. Vous connaissez pas le BIB ? C'est le bonheur intérieur brut. Alors, on vous dit, en France, on est heureux. Bon, malheureusement, pas tout le monde. Hein, on voit ce qui se passe, ça veut dire que tout le monde n'est pas heureux. Mais il faut être honnête. Le bonheur, il ne tombe pas du ciel. L'amour et l'eau fraîche, c'est dans les films. Pour avoir un peu de bonheur, il faut un peu de revenus avant, quoi. Donc il faut un peu de PIB. Donc c'est ça le but. C'est que si je fais ces stratégies, à ce moment-là, j'aurai plus de croissance. Si j'ai plus de croissance, j'ai plus d'emplois. Il n'y a pas d'emploi sans croissance. Si j'ai plus d'emplois, j'ai plus de revenus, plus de consommation, plus d'investissement, plus de business pour nous aussi. On n'est pas que des philanthropes. Donc si effectivement j'ai plus d'investissement, de consommation, de revenus, d'emplois, j'ai donc tout simplement plus de réalisation économique. Et justement, c'est à ce moment-là que j'ai plus de bien-être ou plus de bonheur économique. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Suivant les temps. Merci Merci Marc. avec plaisir.